Si l'on vous dit 38 387, vous aurez sûrement en tête la ceinture d'astéroïdes découverte en 1999, la commune de Saint-Joire en Isère, ou bien évidemment le nombre de votes qu'obtint le candidat TK Abdou lors de l'élection législative de l'État indien du Kerala en 1980. Mais pour les passionnés de basketball, ce nombre représente surtout les points inscrits par Kareem Abdul-Jabbar lors de sa carrière NBA longue de 20 saisons, ce qui constitue un record toujours inégalé à ce jour. Il y a quelques semaines, nous vous avions proposé un sondage pour désigner le thème de cet épisode, et vous avez été les plus nombreux à sélectionner cette proposition. Sans plus attendre, découvrons donc ensemble l'incroyable histoire de Kareem Abdul-Jabbar. Notre aventure commence à New York en 1947, puisque c'est dans la grosse pomme en ébullition de l'après-guerre que naquit Ferdinand Lewis Alcindor le 16 avril. Ses parents étaient un couple d'origine caribéenne résidant à Harlem, au nord de Manhattan. Profondément catholiques, les Alcindor reçurent un beau cadeau de Dieu ce jour-là, puisque leur fils unique mesurait 57 cm pour presque 6 kg à la naissance. Davantage éduqué que les enfants de son âge, avec qui il n'entretenait que peu de camaraderie, le jeune Alcindor trouva son salut dans le sport, et plus particulièrement le basketball, aidé par sa taille impressionnante d'1,86 m à l'âge de 12 ans. Âgé de seulement 14 ans, il était déjà capable de dunker avec aisance. Ses qualités pour le basketball, aidé par un physique impressionnant, attira l'attention de nombre de lycées new-yorkais, qui souhaitaient voir Alcindor rejoindre leur programme sportif. Finalement, il décida de rejoindre le lycée catholique Power Memorial High School à Manhattan. L'entraîneur de l'équipe de basketball, le Canadien Jack Donahue, prit sous son aile le jeune Alcindor. Il plaça dans l'équipe première dès son entrée au lycée, fait rare dans le monde du sport américain. Son équipe régna sans partage sur les compétitions new-yorkaises et Lou Alcindor gagna le surnom de la tour du lycée Power. Dès sa seconde année, il domina les tables de statistiques avec 19 points et 18 rebonds de moyenne, ce qui permet à son équipe de finir invaincue. L'année suivante, sa moyenne de points grimpa à 26 et l'équipe remporta ainsi 3 titres consécutifs. À la fin de son parcours au lycée, Alcindor comptait 96 victoires pour seulement 6 petites défaites. Avec plus de 2000 points et rebonds inscrits au lycée, toutes les universités américaines n'avaient Dieu que pour Alcindor, alors considéré comme un phénomène du basketball. Quarter-inch Lou Alcindor, a 15-year-old. Finalement, il décida de traverser le pays pour rejoindre les Bruins de l'Université de Californie à Los Angeles, où il fut accueilli comme une véritable célébrité. Il n'attendit pas longtemps avant de confirmer les espoirs placés en lui, puisqu'il inscrivit la bagatelle de 56 points lors de sa première rencontre universitaire. Quelques semaines plus tard, il atteignit la barre de 61 points contre Washington State. Les Bruins finirent la saison invaincus et remportèrent le titre universitaire contre les Flyers de Dayton. Les statistiques de Lou Alcindor lors de ce tournoi sont de 26,5 points et 15 rebonds de moyenne. Il remporta ainsi haut la main le trophée du meilleur joueur de la compétition. Il entretint également des liens très forts avec son entraîneur, John Wooden, pour qui Alcindor aura toujours une grande estime. Son physique impressionnant lui permit de dominer le monde du basketball universitaire. Il utilisa ainsi sans modération le dunk, une arme si fatale que la NCAA se vit obligée de l'interdire des parquets jusqu'en 1976. C'est aussi durant cette période que Lou Alcindor se rapprocha du mouvement pour les droits civiques des Afro-Américains. En quête d'une identité spirituelle évocatrice, il se tourna vers l'islam en 1968, où il épousa la foi sunnite tout en gardant son nom de naissance. En soutien pour la cause afro-américaine, il refusa également de rejoindre l'équipe américaine lors des Jeux Olympiques de 1968, bien que les États-Unis remportèrent tout de même la médaille d'or cette année-là. Après 2 titres universitaires acquis, les Bruins se dirigèrent vers un 3e sacre lors de la saison 1968-1969. Le 20 janvier, l'équipe affronta les Cougars de Houston dans le tout premier match universitaire télévisé nationalement. Plus de 53 000 spectateurs prirent place dans l'Astrodome de Houston, où l'équipe locale remporta le match de quelques points, face à un Lou Alcindor diminué par une blessure à l'œil. Cette rencontre gagna plus tard le surnom du match du siècle et annonça une revanche prochaine d'Alcindor. Cela se produira en demi-finale, où les Browns éliminèrent les Cougars, en route pour un nouveau titre universitaire, remporté quelques jours plus tard contre l'Université de Caroline du Nord. Après 3 titres acquis en 3 saisons universitaires, il est maintenant grand temps pour Alcindor
de rejoindre la Grande Ligue. C'est lors de la draft 1969 de la NBA que Lou Alcindor fut sélectionné en premier choix par la toute jeune franchise des Bucks de Milwaukee. Du côté de la ABA, alors ligue concurrente de la NBA, les New Jersey Nets proposèrent également un contrat à Alcindor, tandis que les Harlem Globetrotters emboîtèrent le pas en offrant $1 million pour le voir rejoindre leur rang. Après quelques semaines de réflexion, il choisit finalement de rejoindre les Bucks de Milwaukee, qui sortaient alors d'une saison très difficile. Dès ses premières rencontres jouées sous le maillot des Bucks, Alcindor métamorphosa l'équipe, qui remporta près de 30 victoires supplémentaires en saison régulière, ce qui était alors la plus grande progression enregistrée dans l'histoire de la ligue. Alcindor ne manqua pas un seul match de sa saison rookie et marqua 2361 points, ce qui lui permit de finir deuxième marqueur de la ligue derrière Jerry West, mais également troisième meilleur rebondeur. Sans contestation, il obtint donc le trophée du rookie de l'année. Qualifié pour les playoffs, l'équipe de Milwaukee élimina les Sixers en demi-finale par 4 matchs à 1, mais échoua toutefois au tour suivant contre les Knicks, ce qui conclua cette saison pleine d'espoir. Lors de ces playoffs, Alcindor compila 35 points, 16 rebonds et 4,1 passes de moyenne. Optimistes, les Bucks réussirent à décrocher la signature du meneur Oscar Robertson, l'un des tout meilleurs joueurs de la ligue en provenance des Cincinnati Royals. L'association Robertson-Alcindor fit alors saliver tous les observateurs américains. Oscar Robertson n'avait pas remporté un seul titre en plus de 10 saisons en NBA et avait à cœur d'atteindre la victoire finale. Robertson se dévoila également comme un mentor pour Lou Alcindor, en lui transmettant toute son expérience, mais surtout en lui faisant comprendre à quel point son physique peut lui permettre de dominer sans partage les adversaires. Milwaukee réalisa alors la meilleure saison de l'histoire, avec seulement 3 petites défaites, et notamment une incroyable série de 20 victoires consécutives. Alcindor compila 31,7 points de moyenne par match et fut élu MVP. Après avoir éliminé les Warriors, puis les Lakers, Milwaukee atteignit les finales 1971 face aux Bullets de Baltimore. Ces derniers étant pénalisés par les blessures, les Bucks ne firent qu'une bouchée des Bullets et remportèrent cette série sur le score de 4 matchs à 0. Alcindor, meilleur joueur des finales, comptera dans ses statistiques 26,6 points, 17 rebonds et 2,5 passes lors de cette série. Alors champion NBA, Lou Alcindor annonça au lendemain de cette victoire qu'il décida de faire un pas supplémentaire dans sa conversion à l'islam en changeant officiellement son nom pour Karim Abdul-Jabbar. Comme pour Mohamed Ali, ce changement d'identité sera mal perçu par l'opinion publique américaine. C'est également lors de cette année qu'il épousa Janice Brown, qui se convertit également à l'islam et prit le nom d'Habiba. Ceci sera source de discorde avec ses parents, d'obédience catholique. Retour sur les parquets. Ou bien qu'Abdul-Jabbar fut récompensé d'un nouveau trophée de MVP la saison suivante, Milwaukee ne remporte pas un deuxième titre d'affilée, échouant en finale face aux Los Angeles Lakers de Wilt Chamberlain. Sa troisième saison sera marquée par des mésaventures extrasportives. En effet, des militants noirs nationalistes tuèrent 7 personnes dans un lieu de culte musulman qu'Abdul-Jabbar supportait financièrement. Pour certains, le joueur était en fait la cible de cet attentat, et le pivot se déplaça tout le reste de la saison, accompagné de gardes du corps à ses côtés. Comme lors de la saison précédente, la domination sans partage d'Abdul-Jabbar ne sera pas suffisante pour remporter un second titre, puisque les Bucks furent éliminés par les Warriors au premier tour des playoffs. Nate Thurmond avait alors réussi la performance de contenir Abdul-Jabbar et limiter son apport offensif. Après un nouvel échec lors de la saison 1973-1974, Karim Abdul-Jabbar annonça à la direction des Bucks son souhait de changer d'équipe. Milwaukee fit alors tout son possible pour convaincre Jabbar d'épouser son projet, mais ce dernier avait pris sa décision et ne comptait pas en déroger. Blessé aux yeux lors de son ultime saison sous le maillot des Bucks, la santé d'Abdul-Jabbar inquiéta l'équipe médicale, qui lui conseilla donc de porter des lunettes protectrices. Ces goggles devinrent finalement la signature du pivot, qui ne s'en sépara plus lors du reste de sa carrière. Il termina cette saison avec 30 points de moyenne par rencontre, mais sans Oscar Robertson, désormais retraité, les Bucks n'atteignirent pas les playoffs, et Abdul-Jabbar réclama encore une fois ouvertement ses envies de départ, ce qui fut également conditionné par l'opinion publique sur ses convictions religieuses. En juin 1975, la nouvelle tombe. Abdul-Jabbar est transféré vers les Los Angeles Lakers en échange de 4 joueurs. Well, it's been kind of a dream of mine since I first started playing basketball, played for the Knickerbockers. But the way things worked out, the Lakers, especially Mr. Cook, they were very, very interested in having me come here, and they made very sincere, determined efforts to get me here. And they wanted me, and they tried to make me feel at home. And New York, this just wasn't the case with them. So you go,
don't think it's smart to go around people that don't really want you. Lors de la saison précédente, 1974-1975, les Lakers n'avaient pas participé aux playoffs, fait inédit depuis près de 20 ans. Toutefois, malgré une première saison convaincante d'Abdul-Jabbar, qui remportait un 4e trophée de MVP, les Lakers échouèrent encore dans leur tentative de participer aux playoffs. L'année suivante sera de bien meilleure facture, et la franchise de Los Angeles retrouva les playoffs avec le meilleur bilan de la ligue. En demi-finale, les Lakers s'imposèrent 4-3 face aux Warriors, mais se virent éliminés au tour suivant face aux Blazers sur le score de 4-0. Cela est surtout dû au pivot de Portland Bill Walton, qui avait totalement dominé son duel face à Kareem Abdul-Jabbar. Les statistiques de ce dernier, lors des playoffs, sont de 34,6 points, 17,7 rebonds, 4 passes, 2 interceptions et 3,5 contres. Lors de la saison 1977-1978, les Lakers s'inclinèrent à nouveau contre les Supersonics au premier tour des playoffs. La mélodie se répéta en 1979, où l'équipe de Seattle élimina les Lakers en playoffs. Grâce à un astucieux échange, réalisé avec le Jazz de la Nouvelle-Orléans, et un jeu de pile ou face remporté, les Lakers possédaient le luxe de pouvoir sélectionner au premier choix de la draft 1979. Une opportunité qu'ils saisiront pour drafter Magic Johnson, dans une association pleine de promesses avec Kareem Abdul-Jabbar. Bien que rookie, Johnson devint rapidement un joueur clé de l'effectif des Lakers, en étant le 3e marqueur, 2e passeur et 2e rebondeur de la franchise de la Cité des Anges. En play-off, les Lakers éliminèrent les Phoenix Suns au premier tour sur le score de 4-1, puis affrontèrent pour la 3e année consécutive, et non sans crainte, les Supersonics de Seattle en finale de conférence. Cette série tourna en la faveur de Los Angeles, qui la remporta sur le score de 4-1, grâce notamment à un panier décisif de Jabbar dans les toutes dernières secondes. C'est face aux Sixers de Julius Erving qu'Abdul-Jabbar était sur la route d'une 2e bague lors des finales 1980. Il commence cette série avec 3 matchs à plus de 30 points inscrits, puis 40 points lors du match 5, où il se blessa toutefois à la cheville. Ne pouvant participer au match 6 des finales, c'est le rookie Magic Johnson qui se vit positionné en pivot et réalisa une performance historique. 42 points, 15 rebonds, 7 passes et 3 interceptions. Synonyme de victoire 123-107. Les Lakers champions, Abdul-Jabbar remporta donc sa 2e bague cette année-là. La saison suivante, vit Johnson manquer la majorité de la saison régulière, pour cause de blessures. Abdul-Jabbar termina l'année avec 26,2 points de moyenne, mais ne permit pas aux Lakers de remporter un second titre consécutif, eux qui seront éliminés par les Rockets de Houston au premier tour des playoffs 1981. Mais ce sera le cas la saison suivante, où les Lakers remportèrent le titre de champion face aux Sixers. Toutefois, ce fut la plus faible prestation d'Abdul-Jabbar en playoffs, avec seulement 6 petits points lors du match 5. Avec Pat Riley en tant qu'entraîneur et l'addition de l'ailier James Worthy, Los Angeles termina à nouveau premier de la conférence Ouest lors de la saison 1983, avec 21,8 points de moyenne d'Abdul-Jabbar en saison régulière. Ils éliminèrent ensuite les Blazers, puis les Spurs, pour atteindre les finales NBA, pour la 3e fois en 4 saisons, et encore face aux Sixers de Philadelphie, encore plus contraignant grâce à l'addition de Moses Malone. Les Lakers seront affaiblis par les blessures, et Philadelphie en profita pour sweeper Los Angeles et remporter le 3e titre de leur histoire. Lors de la saison 1984, Abdul-Jabbar inscrira un skyhook dont lui seul a le secret, pour devenir le meilleur marqueur de l'histoire et ainsi dépasser Will Chamberlain. Confronté à l'interdiction du dunk en NCAA, Abdul-Jabbar développa une technique à bras roulés en forme d'arc que les observateurs renommèrent plus tard skyhook. En effet, lorsqu'Abdul-Jabbar conclut le 6e match des finales 74 d'un magnifique bras roulé, le commentateur des Bucks, Eddie Doucette, déclara, ouvrez les guillemets, que ce tir vient de si haut qu'il vient sans doute du ciel. Retour avec les Lakers, où l'équipe se glissa jusqu'en finale cette année-là, mais se vit toutefois éliminée face aux Boston Celtics de l'ennemi Larry Bird. À 37 ans, Kareem Abdul-Jabbar était toujours un joueur clé de la franchise californienne, en 1985, où il finit meilleur marqueur, rebondeur et contreur de l'équipe. Ils atteignirent les finales en guise de revanche face aux Boston Celtics. Lors du premier match, les coéquipiers de Larry Bird dominèrent sans contestation la rencontre, avec seulement 12 points de Jabbar, qui s'en excusa auprès de ses coéquipiers.